Mardi 24 mars 2026, la dramaturge et metteuse en scène Agathe Charnay était invitée à la librairie Ombre Blanche pour la parution aux éditions Les Corps Conducteurs de son livre Peut-être le hasard, un premier roman dans lequel l'autrice raconte l'accompagnement de sa mère atteinte d'un Alzheimer précoce. Le dialogue était conduit par Hélène Cardona, ancienne responsable de la librairie Ombre Blanche. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'il est l'heure, non Maxime? 6h? Oui, très bien. Je suis très heureuse, vraiment très heureuse, très émue d'accompagner Agathe Charnay autour de son livre Peut-être le hasard. Alors, juste 2 mots à vous toutes et à vous tous. Je vais tutoyer Agathe parce que je l'ai connue toute jeune. Et surtout, j'ai bien connu sa maman, Marie-Pierre. Peut-être que certains dans la salle l'ont aussi connue. Elle était professeure de philo, d'abord au lycée des Arènes, je crois, au lycée polyvalent aussi. C'était une femme qui venait très, et je dis qui venait, puisqu'il s'agit dans le livre d'Agathe, la révélation de la vie de Marie-Pierre, qui s'est éteinte il y a maintenant 3 ans, c'est ça? Voilà. Donc je suis un peu émue. Marie-Pierre, nous la croisions souvent dans les rayons de la librairie. Et c'était toujours quelqu'un avec laquelle elle avait toujours un vrai regard, en fait, parce que vous verrez que dans le livre d'Agathe, il est beaucoup question de regard, d'objectifs cinématographiques. Elle avait toujours un regard, une attention aux personnes, une attention particulière à l'art. On parlait beaucoup de théâtre, de films, et même de chansons. Voilà. Donc, Agathe, merci pour tout. Merci pour ce livre extrêmement émouvant, mais qui est finalement un hymne à la vie. On en reparlera. Pour ceux qui ne connaissent pas Agathe, tu es dramaturge, metteuse en scène. Tu as mis 3 pièces, Ceci est mon corps, Nuit de juin, et la dernière au Théâtre Sorano, Nous étions la forêt. Il y a 2 ans, non? En 2024. En 2024. Et voilà, et là, c'est ton premier roman, mais qui risque d'être adapté. On peut le dire ou pas? Mais de toute façon, je l'ai dit. Alors. Oui, on peut le dire, qui est en train d'être adapté pour le théâtre, peut-être le hasard, et qui du coup sera joué au Théâtre Sorano la saison prochaine. Voilà, donc c'est évidemment extrêmement émouvant et important pour moi que ça puisse avoir lieu. Donc un grand merci à l'équipe du Sorano pour ça. Alors, on va peut-être rentrer dans le livre. D'entrée de jeu, j'aimerais parler de sa structure qui est totalement cinématographique. Alors peut-être pour entendre déjà ton style et le premier chapitre qui s'appelle pré-générique. Ensuite, il y aura une autre partie qui s'appellera Split Screen. Elle vous expliquera vraiment ce que c'est. Ce ne sont que des termes cinématographiques. 3e partie, flashback. Et 4e partie, générique. Donc, ma chère Agathe, peut-être pourrais-tu lire, pour que vous entendiez le rythme, la tonalité de l'écriture d'Agathe. Voilà. Pré-générique, mai 2023. Il n'y a pas de doute sur le fait que la vache est morte, et ce depuis plusieurs heures déjà. Ça se voit même de loin, rien qu'à la forme raidie de son jarret antérieur propulsé dans le vide en une ruade convexe.
Ça se pressent au plissé de son cou bizarrement tordu vers les nuages, la tête et le garrot qui se découpent presque en angle droit. Ça se confirme quand on s'approche, même quand on n'est pas tout à fait sûr que ce soit d'une vache qu'il s'agisse, qu'on se demande si ça ne peut pas être un daguet ou un chevreuil ou n'importe quoi qui pourrait vivre ici. Un cadavre de chimère, un souvenir de fantôme, un ersatz de peau d'âne. Mais ça se distingue même à 10 mètres que c'est bien de quelque chose de mort dont il s'agit. Parce que tout ici est toujours tellement, et comment le dire, vivant ? Ouais, tout autour ici est toujours tellement vivant que quand ce qui d'ordinaire bouge est mort, eh ben c'est mort et puis c'est tout. Et ça fait comme une alerte scopique, une trouée dans le paysage bruissant. Cette immobilité dans la pulsation des cycles, ça attire l'œil dès qu'on descend de la voiture de location sous la flotte chagrine de ce 12 mai, avec les valises à rouler traîner dans les orières boueuses pour dévaler fissa la pente qui mène vers une maison qu'on appelle depuis 4 générations la maison de famille, dont on connaît l'aspérité et la texture de chaque pierre, la symphonie précise de chaque aube. Alors oui, la large tache brunâtre à peine orangée au bord du pré gris de terre détrempée et de touffes d'herbe assombries par la battue du ciel, on ne peut s'empêcher, quand on la voit, de dire « Mince alors, il s'est passé quelque chose qu'on qualifierait de pas normal, non ? Mince alors, cette tache, cette stase, qu'est-ce que c'est ?» On s'approche et après la vision du sabot arrimé au pâturon, il y a les cornes génétiquement modifiées pour rester petites et ne plus blesser les éleveurs, les cornes transmutées en 2 boules nacrées sur le haut de la tête. Puis le bon vieux mufle gris qui d'habitude souffle par les naseaux et fait rire les enfants. Le chignon plus clair entre les 2 oreilles qui lui donne l'air d'un comique caniche sorti de chez le toiletteur. Le fanon gorgé de cellulite et de replis cartographiés à l'avant du poitrail. Et surtout le ventre énorme, le ventre qui déborde sur le côté du flanc, le vagin ouvert constellé de sang et de gadou en dessous de la queue arquée. Mais il y a les yeux aussi. Les yeux si merveilleux qu'elles ont quand vous les surprenez au détour de la route et qu'elles vous fixent, interrogatives et inquiètes, méfiantes et ravies, terrifiantes et tendres. Il y a son grand œil ouvert sur le vide dans lequel tombe désormais la pluie, ultime indice qui me fait dire à la femme que j'aime, quand on arrive à 3 mètres à peine, c'est une vache. Et puis regarde, elle était pleine, elle est morte en couche. Recroisant la trajectoire du globe oculaire gorgé de pluie, j'ajoute, pour asseoir mon suspense, dans de terribles souffrances. Soudain confiance en ma science, ma compagne me demande si le bébé veau se trouve toujours à l'intérieur de la génisse martyre. Je scrute de loin les entrailles sanglantes. Aucune idée. Mon amoureuse, grande mystique païenne à ses heures, me dit qu'il faudrait faire un rituel pour la vache, que la lune sera bientôt pleine, il faudra qu'elle vérifie sur Google. Je réponds oui, c'est une très bonne idée. Un rituel. Nous rentrons dans la maison de famille. Il y fait froid. La vision du buffet me saute à la gorge. La maison de famille est là, en latence imperturbable, comme s'il ne s'était rien passé. Je ne monte pas à l'étage. Il n'est pas temps encore. Je préfère sortir mon portable, composer rapidement le numéro de téléphone fixe qui commence en 05. L'appel se lance tant bien que mal à travers les antennes relais à faible émission. Celle que je suppose être la femme de l'agriculteur répond tout de suite. Je dis « Oui, bonjour, c'est les gens de la maison de famille », en me sentant mais instantanément, mais totalement à côté de la plaque. La très grande ville qui transpire à chacune de mes intonations. Toutes les stridulations des accents forts des ancêtres se sont savamment lissées entre mes lèvres. Elle répond « Oui, bonjour, c'est pourquoi ?» J'enchaîne très vite en tentant de ne pas bafouiller. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le pré, à côté de la maison, il y a une de vos vaches qui est malheureusement... J'hésite sur l'emploi de la plus juste occurrence. Celle qui ferait le moins mal. Celle qui causerait le moindre choc. Votre vache est malheureusement... Le mot m'échappe dans une salve. Décédée. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette lecture.
D'ailleurs, on entend très vite, et on rentrera plus tardivement peut-être dans notre débat sur le terme décédé pour une vache, qui généralement on emploierait le mot morte, et qui nous met vraiment dans ce que va être l'adoration aussi de Marie-Pierre, et la tienne d'ailleurs, sur globalement le monde du vivant. Alors, pour en revenir au cinéma, parce que cette scène, vous verrez qu'on en trouve dans le livre, bon, il faut absolument que vous le lisiez, parce que c'est totalement, mais vraiment, il y a du montage, comme le montage de cinéma, il y a des descriptions, c'est un œil qui regarde, qui révèle, qui nous saute aux yeux, d'ailleurs, pour beaucoup. Donc, ma première question, pourquoi, ma chère Agathe, as-tu choisi cette structure très, très cinématographique durant tout le livre, traversée par la musique, les chansons, les livres, les comédiens, les comédiennes. Pourquoi ? Alors c'était une grande question pour moi quand il s'est avéré que j'allais effectivement écrire là-dessus. En effet, ma mère du coup est décédée d'un Alzheimer précoce. Elle a eu ses premiers symptômes à presque autour de 50 ans, un diagnostic posé à 53 ans. Et moi nous avons vécu 6 années d'accompagnement, d'aidance, comme on dit. En l'occurrence, j'ai été ce qu'on appelle, c'est un mot qui revient de plus en plus, une jeune aidante. Et je crois que c'est aussi un mot, malheureusement, qu'on entendra de plus en plus, parce que ça va statistiquement concerner, avec le fait qu'on fasse des enfants un peu plus tard dans ma génération et qu'on vive plus longtemps, ça devient un vrai enjeu, un vrai sujet de société, où la question de l'aidance s'applique de manière tout aussi douloureuse qu'à n'importe quel âge, évidemment. Mais par contre, nos enjeux de vie, à nous, jeunes aidants, quand on est encore en train de finir ses études, quand on apprend soi-même à devenir un jeune adulte, qu'est-ce que c'est en fait de prendre cette nouvelle charge, ces nouvelles responsabilités, et de construire sa vie, non pas contre, mais avec cette réalité de l'aidance. Donc, au bout d'un moment, j'ai compris que j'allais écrire là-dessus, notamment après le décès de ma mère, ça laisse un grand vide. Il y a très peu d'endroits où on peut finalement raconter ces expériences-là de l'aidance, de l'accompagnement. Peu d'endroits aussi où on peut remémorer le souvenir des disparus. Il n'y a pas beaucoup de place dans nos sociétés extrêmement rapides, véloces, où on doit faire son travail de deuil et puis hop, revenir au boulot ou revenir à la vie, à l'efficacité comme si de rien n'était. Il y avait de moins en moins d'endroits pour évoquer ma mère, et je me suis dit, la littérature, ça peut servir à ça. Ça peut être cet espace-là, et je crois que le théâtre est aussi cet espace-là, où on peut venir s'isoler pour confier ce qui est à la fois indicible, irracontable, mais qu'on a besoin et envie d'entendre. Donc, faire un livre, mais comment parler de cela ? Durant la maladie de ma maman, j'avais pris des notes, mais c'était plus des notes pour moi, des notes pour conserver des mots. Vous savez, avec ces maladies-là, si vous les connaissez, les mots deviennent des petites bêtes fragiles. On parlait d'animaux à apprivoiser, à conserver. On garde contre soi. On ne sait pas combien de temps ils vont encore être là avec nous. Moi, en plus, ma maman, elle qui aimait tant parler, en tant qu'enseignante, elle a d'abord, c'est les fonctions du langage qui ont été touchées en premier. Donc, c'était extrêmement cruel et douloureux pour elle. Donc je prenais ces notes, mais quelque part, je les ai presque pas relues pour le livre. C'était une manière pour moi peut-être de dissocier, mais il fallait penser à quelle serait cette structure. Voilà, comment on rentre dans une catastrophe intime, comment on rentre dans le récit d'une maladie qui est aussi un récit, je l'espère, plein de vie, parce que comme me l'a dit un médecin, la vie ne s'arrête pas après un diagnostic Alzheimer. Il y a tellement de choses à vivre, même si on est plus vulnérable, plus dépendant, tellement de choses à aller convoquer. Ma mère aimait passionnément le cinéma. Elle avait fait même une maîtrise d'études cinématographiques dans les années 70-80, à l'époque où
ça se faisait pas trop d'étudier le cinéma. C'est comme, je sais pas, se dire aujourd'hui qu'on va étudier alors ça se fait de plus en plus à l'université, les séries, mais voilà, se dire que ça allait devenir vraiment un art noble, que ça allait être étudié à l'université. C'était encore, voilà, il fallait y croire, quoi. Et du coup, elle a étudié le cinéma. Elle m'a souvent dit qu'elle aurait adoré être critique, passer des journées entières à voir des films, et cette passion du cinéma, elle nous l'a transmise, notamment un de ses films préférés, qui était Au hasard Balthazar de Bresson. C'est pour ça que ça s'appelle aussi Peut-être le hasard, c'est une sorte de clin d'œil, et on voit un petit âne, comme l'âne Balthazar, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, Au hasard Balthazar de Bresson, c'est l'histoire tragique, christique, c'était un grand mystique chrétien, Bresson, d'un petit âne qui est traîné de lieu en lieu, qui vit une véritable passion avec un grand P. Il vit tout un tas d'injustices, mais à la fois des moments aussi plus doux, plus tendres. Et surtout, tout est vu, pardon Agathe, mais... Et tout est vu du point de vue. Du point de vue de l'âne. Du point de vue à hauteur d'âne, si j'ose dire. Et donc, voilà, je me suis dit, le cinéma peut être une très belle manière d'entrer dans ce récit. Et puis, je crois que... écrire sur la mémoire et écrire sur des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, c'est choisir de faire un montage. La mémoire, on fait nous-mêmes sans arrêt un montage de ce qu'on a envie de garder. Parfois, on a des trous, parfois, il y a des trouées, parfois, il y a des pleins, parfois, il y a des zones d'intensité. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tisser ce récit-là comme un montage de cinéma, à la fois... en référence à la nouvelle vague, faire une sorte de récit de vie accéléré de fragments de ce que j'imagine être la vie de ma mère. En tout cas, je ne veux pas raconter la vie de ma mère, ça lui appartient, mais de ce que moi j'imagine, de ce qui m'a été transmis, de ce qui m'a été, raconté. Et à partir de là, voilà, j'ai commencé à construire un montage. Et la première scène, parce qu'une chose qui m'amusait aussi beaucoup, c'est la question des signes, des synchronicités, puisque quand on nous annonce une maladie, quelle qu'elle soit, je pense que le mot pourquoi, enfin la question qu'on se pose le plus, c'est pourquoi. Pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi elle. Et c'est pourquoi ne cesser de me hanter, vraiment. C'est pour ça que ça s'appelle aussi Peut-être le hasard. Tout le livre, c'est une succession de peut-être. C'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Donc, il y avait aussi tous ces signes où j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il y a des raisons autres ? Et la première fois où je suis revenue dans cette maison en Corrèze que ma mère adorait, qui était sa maison d'enfance, j'étais pas très sereine, quoi. Et j'étais là, bon, allez, prépare-toi, ça va aller. On se gare devant la maison, et là, une énorme vache morte devant la maison. Et on s'approche, comme je raconte, et on voit qu'elle est morte en couche et que le bébé veau a disparu. Et je me suis dit, bon, c'est un peu énorme quand même. Évidemment, je rentre et il y a une maman vache morte devant la maison, au cas où j'aurais pas suffisamment compris. Et je me suis dit, mais c'est une scène de film, c'est pas possible. Qui me joue des tours et quel est le mystérieux horloger qui orchestre ainsi nos existences. Et en m'amusant aussi sur cette question des pourquoi et des signes, je me suis dit, bon, j'ai ma première scène. Ce sera l'ouverture. Ce sera la vache. Et puis comme ma mère aimait se passionner pour la condition animale, notamment dans son travail éthique et philosophique, j'avais envie que ça ouvre aussi sur le même niveau d'importance aussi, de dire, voilà, il y a eu cet être aussi qui est mort en même temps, presque. Qu'est-ce que ça veut dire et où est ce bébé veau ? Donc ça, je ne vous livrerai pas la réponse. Mais c'est ce que oui, voilà, mais elle vient à la fin quand même. C'est ça, elle vient à la fin, mais il lui est arrivé quoi au bébé veau ? On ne vous racontera pas tout, mais ça vient à la fin. Je voulais juste rajouter, je l'ai lu au sujet de la vache, de l'amour de Marie-Pierre pour le monde vivant, ce petit livre philosophique d'ailleurs de Frédéric Boyer, je ne sais pas si certains le connaissent, où il y a une phrase qui répond complètement à ton écriture et qui est, à propos des vaches, c'est très court, parce qu'on va très vite revenir bien sûr à ton livre, les vaches aimaient la pluie. Elles auraient pu facilement aimer autre chose comme nous, l'esprit, la méthode, la puissance, mais c'est l'eau du ciel finalement qu'elles aimaient. J'ai trouvé cette phrase sur l'image que tu nous donnes à lire et à voir, parce qu'on ne peut
pas s'empêcher de mettre des images. J'ai trouvé que cette phrase de Frédéric Boyer était propice à ce moment. Très belle. Alors, tu as cité évidemment au hasard Balthazar, mais tu parles aussi beaucoup, et ce qui expliquera peut-être un peu un itinéraire de Marie-Pierre. Elle avait écrit, je crois, tu l'écris, un essai sur Sans toi ni loi d'Agnès Varda, et qui est quand même l'histoire d'une femme empêchée et qui décide un jour de tout plaquer et de partir vivre sa vie. Alors, je sais qu'elle en a beaucoup parlé aussi pendant ses cours à ses élèves, qu'elle attribuait pas mal d'heures, pour ceux qui l'ont connue, je crois, à des séances de cinéma où elle projetait d'ailleurs au hasard Balthazar, où elle mentionnait cette musique magnifique qui doit être difficile à entendre pour toi, d'ailleurs, tu le dis, de Schubert. Et cet amour pour ces femmes empêchées et qui finalement arrivent de partir, comme l'a fait Marie-Pierre quand elle a divorcé de son grand amoureux et de ce génie qu'elle a appelé, j'aimerais que tu en parles un petit peu, un génie n'a pas de main. J'aimerais un petit peu t'entendre, parce que c'est assez magnifique. C'est parti d'un amour fou. Ça l'a été, et je pense que ça le restera toujours quelque part. Mais... Oui, bien sûr, évidemment, c'est très émouvant de parler de ça ici, bien entendu. Je crois qu'une chose que j'ai voulu... quand j'ai retrouvé justement cet essai sur Sandrine Bonnaire, sur Varda, sur la vie des échappés, ça m'a aussi beaucoup intéressée en me disant, finalement, si je dézoome un peu de moi, de mon expérience, de mon histoire, qu'est-ce que c'est des conditions de femmes aussi au cours des siècles, au cours des décennies. Moi, j'ai la chance, je crois, d'avoir connu 2016, qui a été une vraie révolution pour toutes les jeunes femmes de 25 ans que nous étions. Alors 2016, c'était l'affaire Weinstein, #MeToo, et le début de la 4e révolution, la 4e vague, comme on l'appelle, j'ai envie d'appeler presque une révolution des féminismes, qui ont été ce que la philosophe Camille Froide-Vaumétry appelle vraiment une révolution de l'intime, où là vraiment c'était plus la question, comme dans les années 1900-1920, d'obtenir le droit de vote, puis l'égalité salariale, puis la conciliation vie professionnelle, vie privée. Là il y avait l'autonomie évidemment financière, 1970, l'accès à l'IVG, 73, voilà, toute cette espèce d'émulation formidable des années 70, c'est ensuite un peu éteinte, il faut le dire. Il y a eu ce qu'on appelle, et attention d'ailleurs à ce qu'on est en train de traverser à présent, un phénomène de backlash, de retour en arrière des droits, où le mot féminisme est devenu un peu galvaudé, où on a perdu cet héritage des années 70, qui a été un moment, notamment aux États-Unis puis en France, mais extrêmement prolixe, riche d'érudition, de partage d'édition, de militantisme, etc. Et puis il y a eu ce féminisme un peu, moi que j'appelle le féminisme à la Elle Magazine, des années 90, où on lisait sur papier glacé comment tout concilier, comment être une superwoman, comment à la fois s'occuper des enfants, être une super maman, et puis aller bosser sur talons hauts. Enfin voilà, c'était, moi en tout cas j'ai été élevée vraiment dans cet univers-là, avec tous les systèmes d'injonction au corps, d'injonction aussi de restriction des ambitions. Ça c'était vraiment le début des années 2000-2010. Et ensuite, il y a eu ce renversement incroyable et merveilleux. Et battons-nous pour qu'il subsiste et qu'il perdure, avec ces libérations de la parole en chaîne et ces théories qui ont été... on a tout simplement relu les années 70. On n'a rien réinventé, les féministes des années 2020, mais une propagation assez merveilleuse via les chambres à soi, presque, comme dirait Virginia Woolf, numérique. Et du coup, je me disais, j'ai eu la sensation,
et bien sûr, beaucoup de femmes nées dans les années 60 ont eu des trajectoires différentes, mais que pour la génération de ma mère, il y avait quand même eu une série de grandes évolutions, comme l'accès aux études, comme le fait d'avoir un travail, d'être épanoui dans ce travail, mais aussi un moment un peu parfois d'empêchement. De toute façon, je pense que nous continuons évidemment à lutter en permanence contre ces empêchements, contre ces doutes, contre ces crises de légitimité, contre ce que Isabelle Sorante, qui est une autrice que j'adore, appelle le complexe de la sorcière. Elle dit qu'on a, quand on est femme, un inquisiteur en soi qui ne cesse d'essayer de tuer la sorcière qui s'agite en nous. Et une chose qui me surprenait, je donne beaucoup d'ateliers d'écriture, souvent dans les ateliers d'écriture, c'est des femmes retraitées qui ont été dans l'éducation nationale. Donc j'ai beaucoup de tendresse pour elles, je suis là, bonjour. Et quand on partage les textes, une des premières phrases qui vient, c'est « Ah non, mais moi, de toute façon, je vais pas lire parce que c'est nul et puis que je suis nulle. » Et ça, ce mot « nul », où c'est vraiment nul ce que j'ai fait, qui revient de ce dénigrement avant même qu'on ait commencé à partager le texte. Du coup, maintenant, je l'interdis en atelier et je dis on va commencer à lire et on fera aucun commentaire, même s'il y a le plus petit. Non, mais là, non, rien, on y va, on lit, on écoute l'autrice qui est en train de surgir, parce que pour moi, écrire, ce n'est que arracher du temps à la vie. On est tous et toutes écrivains, écrivantes de nos vies, quelle que soit la manière dont on choisit d'écrire. Ensuite, comment on arrache du temps à la vie, quelles conditions matérielles on peut réunir pour ça, que ce soit peindre, écrire, créer, enfin qu'importe, ou faire du jardinage, qu'importe ce qui nous fait du bien dans le fait d'écrire la vie. Ça, c'est autre chose. Et donc, j'entendais cette dépréciation, cette caducité, ces empêchements que j'avais beaucoup entendu aussi, moi, quand j'étais petite, auprès de ma mère, et qui, en effet, admirait profondément mon père et qui considérait qu'elle allait faire beaucoup pour permettre. Et ça, je pense qu'on ne parlait pas encore à l'époque de charge mentale. On ne parlait pas encore de répartition du travail domestique. Et c'est des choses qui se perpétuent dans ma génération. C'est pas fini, ce chemin-là, pour permettre à chacun, chacune d'aller au plus loin. Mais une chose que j'ai trouvée magnifique, je dois dire, j'ai fait quelques rencontres en librairie depuis que le livre est sorti il y a 2 mois. Et j'ai reçu des témoignages d'anciennes élèves de ma mère, notamment une qui était présente lors du lancement du livre en région parisienne, et qui m'a dit « Mais vous dites cette histoire de « je suis nulle », je suis très surprise, parce que votre mère, en tant qu'enseignante, c'est elle qui m'a appris le féminisme. Et c'est elle qui m'a appris l'émancipation. Et elle ne faisait que répéter à ses étudiantes « Vous pouvez tout faire, allez-y, foncez, allez le plus loin possible ». Et je crois que finalement, qu'est-ce que c'est quand on relit ce qui a été une vie pour moi en tant que voir ma mère, je me dis que c'est une histoire de transmission fabuleuse. Et que moi, je ne sais pas si j'aurai des enfants ou si j'aurai l'occasion de transmettre à d'autres personnes. Moi aussi, j'aurai mes zones d'empêchement et de limites inhérentes à mon genre ou à plein d'autres choses. Et quel plus beau cadeau que de se dire qu'on a pu contribuer à ces dépassements. Et donc là, je suis très heureuse de me dire, ou s'il y avait des endroits où ma mère pouvait se sentir parfois empêchée par mille et une choses différentes, il y a peut-être une petite armée d'anciennes élèves qui est en train d'aller plus loin et de continuer à faire avancer ces chemins-là plus heureux, plus joyeux, plus libres, tout simplement. Mais d'ailleurs, sur l'empêchement, il ne s'agit pas seulement, d'ailleurs, et tu l'écris très bien, très très bien dans ton livre, puisque ne vient pas uniquement de sa vie de femme mariée, mais on sent bien que ça affleure tout doucement dans le texte, mais ça vient, il y a aussi le poids d'un secret de famille dont on ne parlait pas et qui, quand on le sent très bien quand elle peut le dire la première fois à l'homme qu'elle rencontre et qu'elle aime, c'est la mort de son grand frère qui est mort, je crois, noyé, Emmanuel. Alors ça, peut-être que c'est quelque chose que les personnes qui ont accompagné des gens avec ou qui accompagnent des personnes avec ces maladies vont reconnaître quand
c'est quelque chose d'assez courant que l'indicible, ce qui a été enfoui notamment dans l'enfance, ce qui est tabou, ressurgisse. Il y a des phénomènes un peu des inhibitions, en fait, et c'est très fort aussi de voir le poids du refoulé et qu'est-ce qui surgit à ce moment-là. Et oui, ça a été des moments, pareil, quand je me demandais pourquoi, et qu'il y avait les peut-être. En fait, il n'y a aucun des peut-être qui ait une bonne réponse. On ne saura jamais pourquoi on est malade. Alors, est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est le transgénérationnel, comme on dit aujourd'hui? Est-ce que grâce à l'épigénétique, on peut même essayer de résorber la méthylation sur l'ADN qui a été modifié par un traumatisme? Il y a beaucoup cette idée-là aussi comme nouvelle thérapie. Est-ce que c'est des parcours de vie? Est-ce que c'est le hasard? Et c'est un peu ces pistes-là que j'explore, mais sans jamais donner de réponse. Qu'est-ce qui gravite autour d'une catastrophe comme celle-ci? C'était un peu ça, cette évocation. Mais après, oui, en tout cas, l'empêchement du féminin, oui, c'est vraiment ce que Sorante appelle ce discret soupçon de soi, ou Mona Chollet dans Résister, comment ça s'appelle, sur la culpabilisation, la culpabilité. Résister à la culpabilité. C'est ça. Où elle dit, ça y est, elle a enfin sa chambre à soi pour écrire, elle a vendu plein de livres, du coup elle peut se permettre d'être essayiste à plein temps, elle se met à sa table et elle a une voix qui l'insulte de la pire des manières, en continu toute la journée, elle ne peut pas écrire une ligne. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient aussi du fond des âges et du temps et du berceau des dominations systémiques. Il y a aussi la phrase de Rimbaud qui, je trouve, colle très bien à Marie-Pierre quand il dit, ça a été repris dans un des romans de Chantal Thomas d'ailleurs, sur Femmes sur fond d'azur, où il dit, alors je l'ai noté parce que l'effort magnifique de ne pas se laisser voler sa vie. Et j'ai trouvé ça assez beau parce que en même temps, Marie-Pierre refait une vie, a un nouveau compagnon, elle est professeure de philo et elle mène une carrière magnifique, elle amène ses élèves partout, ils l'adorent. Moi je l'avais vue d'ailleurs, elle était venue à un débat, mais j'ai oublié lequel, il y a 20 ans, elle était venue, la salle de débat était encore au rayon jeunesse. Alors je ne sais plus quel était l'auteur, c'est mon grand désarroi. Elle était fan de Descola, d'ailleurs, qui vient vendredi prochain. Et en même temps, quand la maladie arrive, quand le langage se perd, là, dans le livre, on voit arriver un peu ta trajectoire aussi, à toi, Agathe, qui devient, comme tu l'as expliqué au début... d'abord, c'est assez classique, on ne veut pas en entendre parler, il y a ta colère, il y a ta violence de ne pas accepter la maladie de ta maman, on apprend que après le divorce, ton jeune frère et toi, qui est très présente d'ailleurs, vous taillez la route, tu emploies cette expression, vous quittez le milieu familial, mais quand même avec un passé, souvent tu dis c'était des moments tellement heureux à la maison, c'était le music-hall. Voilà, tu emploies ce mot. Et dans ta trajectoire, et celle de ton frère, je le précise, qui est maintenant musicien, toi, metteuse en scène, je trouve que cette charge familiale, cette charge est bien ancrée en vous, cette chance. Et cette chance, et vous en avez fait quelque chose de magnifique, tous les deux. Évidemment, mais parce que c'est une chance extraordinaire d'avoir deux parents tels que sont les miens. Et c'est une chance, et c'est évidemment... je sais que c'est aussi, comme dirait Bourdieu, un sublime capital culturel qui nous a été légué, avec une sacrée dose de joie et de tendresse. Et je pense qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est d'avoir été profondément aimé. Et je crois qu'ensuite, oui, il nous est arrivé pas mal de choses avec mon frère ces dernières années, mais on a gardé notre ancrage et notre stabilité,
parce qu'on savait qu'on était et qu'on avait été. Et jusqu'au bout, ma mère, je suis sûre qu'elle a continué, mais absolument sûre qu'elle a continué de nous aimer. Et jusqu'au bout, elle a continué d'être ma mère. Et mon père, bien sûr. Mais c'est une sorte de certitude qui, je pense, permet de forger aussi de caractère, et quels que soient les aléas qu'on traverse ensuite. Quand on a ça comme socle, on a beaucoup de chance. Et encore une fois, c'est un privilège immense que peu de gens ont. Et on en est très conscient, et mon frère et moi. Et ça nous permet d'être tous les deux intermittents du spectacle. Quelle joie! D'en vivre, d'ailleurs, de pouvoir en vivre. 2 sur 2, c'est vraiment une éducation réussie. Télérama et pas de télé, allez. Oui, pour tous. Oui, on supprime TikTok. Oui, tu le dis bien, d'ailleurs. Il n'y avait pas de télé à la maison. Et juste, d'ailleurs, dans le lexique, il y a une liste invraisemblable de chansons qui est mentionnée dans le livre, les paroles des chansons. D'ailleurs, il me semble avoir chanté avec ton père pas mal de Serge Lama dans certaines circonstances, qui nous a sauvés aussi. Et oui, je voulais... Oui, il y a une playlist à la fin d'ailleurs, ouais. Pour 2 choses. Premièrement, en effet, voilà, c'est les liens de la... on est à Toulouse, donc voilà, du Charnay, bonsoir, avec le Nougaro, ma mère aussi, ils aimaient pas les mêmes chanteurs. Enfin, parfois ils avaient des points de ralliement, mais ils avaient aussi chacun leur univers qui se rencontrait. Donc on a grandi avec la chanson, qui était un art majeur, c'est même devenu la cantologie à l'université. Donc voilà, comme le cinéma, c'est des arts fondamentaux. Et une chose qui a été bouleversante, c'est que lors de la maladie, la chanson, c'est ce qui est la musique et la mémoire des mélodies. C'est une des premières choses qui est imprimée par notre cortex cérébral, et c'est une des dernières choses qui disparaît. Alors ça par contre, je l'ai appris dans ton livre. Oui. Je ne savais pas du tout que les paroles de chansons, c'est ça, hein, la maladie touche en dernier cette partie du cerveau. Oui. Tout comme dès la vie fœtale, il peut y avoir une perception des sons. À l'adolescence, d'ailleurs, ça, j'ai appris ça parce que du coup, je m'étais un peu plongée dans des neurosciences à ce moment-là, parce qu'on était vraiment lancé dans comment aider ma mère le plus possible. Donc, je m'étais un peu plongée dans cette littérature-là. Bon, ça, c'est un peu drôle. Et vu que le sujet du livre n'est pas toujours drôle, allons-y pour une anecdote hilarante, toute proportion gardée. Mais si on aime autant nos chansons d'adolescence, si on se remet à pleurer en écoutant la boum, c'est parce qu'à ce moment-là, notre cerveau, ce coin-là pour la musique est très disponible, relié directement aux hormones, aux tonnes d'hormones qu'on envoie sur les ados, et du coup, on va cristalliser avec nos récepteurs, nos neurorécepteurs, vraiment des sensations qui seront les mêmes toute la vie. Donc, quand vous réécoutez, vous avez beau réentendre si vous découvrez la boum à 40 ans, c'est foutu. Par contre, à 12 ans, voilà, bon, je donne ce souvenir-là, ça restera imprimé pour toujours, et vous ressentirez tout ce qui s'était passé en 5e B ou que sais-je. Et voilà, donc ça c'est l'anecdote drôle. Et d'ailleurs, avec ta maman, vous êtes, quand tu es passée dans le rôle d'aidante, vous vous retrouviez, elle retrouvait, vous parliez même toutes les deux à base de paroles de chansons. C'est ça. Et elle retrouvait très facilement. La chanson est devenue le lien, et la musique, et mon frère est musicien, est devenu le lien de ma mère avec le monde d'une manière extrêmement forte, extrêmement puissante. Je crois aussi, c'est ce que Christian Bobin, qui est un poète que j'aime beaucoup, appelle la présence pure. Et je crois qu'Alzheimer, c'est quelque chose qui révèle ça d'une manière extrêmement belle. La présence pure. On est face à l'autre dans sa plus forte humanité, et on vit des moments d'existence qui sont infiniment précieux. Bien sûr, on ne peut pas se souhaiter de les vivre, mais quand on les vit, et on peut y être amené, parce que c'est ça l'existence aussi, c'est affronter les grands remous et les grands fracas, comme les gloires et les merveilles, cette présence-là et cette manière d'être au monde quand on est au début de la maladie, quand on va encore bien,
c'est quelque chose de précieux qu'il faut chérir et ne surtout pas repousser. Et donc ma mère, elle n'était pas capable à des moments de dire c'est une fourchette ou des choses comme ça, mais elle pouvait chanter les Demoiselles de Rochefort par cœur. Et c'est très dur, hein, les chansons de Michel Legrand. Et jusqu'au bout, les airs étaient là et les airs l'accompagnaient. Même mon frère parfois disait mais c'est fou, comment elle connaît ce standard de jazz, c'est pas non plus... Enfin, c'était des trucs, même pas des standards, des trucs très pointus, et elle était capable de finir la mélodie. Donc ça, oui, ce sont vraiment des points d'accroche et d'approche qu'il faut privilégier. Et des points d'accroche aussi entre ton frère, toi et votre maman aussi. Parce qu'il y avait entre vous et jusqu'au dernier souffle de Marie-Pierre, ça m'a beaucoup émue, mais il y avait de la musique avec ton frère, un fou rire qui reste toujours très présent par rapport à la situation et surtout avec toujours cette musique entre vous trois, jusqu'au dernier moment et jusqu'au dernier souffle de Marie-Pierre. J'ai trouvé ça absolument sublime dans ton livre. Oui, en effet, je me suis beaucoup posé la question d'écrire sur la fin de vie et d'écrire sur la mort. Déjà parce qu'a priori, peu de gens, encore une fois, il y a très peu d'espace pour parler de fin de vie et de mort, et c'est dommage, parce que c'est une expérience qui nous concerne tous et toutes. Alors en ce moment, on en parle un peu plus avec les questions sur la loi, sur le droit à mourir dans la dignité. Et pour moi, il y a deux choses qui étaient très importantes et qui ont l'air contradictoires, mais qui ne le sont pas. La première, et j'en parle dans le livre, là c'est bon, je vais sortir ma militance, mais quand vous avez un ou une proche qui est diagnostiqué de ces maladies incurables, neurodégénératives, que sont Alzheimer, Charcot, Huntington, Parkinson et apparentés, moi en tout cas on m'a dit ça, on m'a dit vous devez faire votre deuil blanc. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Il y a eu un gros papier du Monde là, il y a 3 semaines là-dessus. Le deuil blanc, en gros, moi, on m'a dit ça. Votre mère vient d'être diagnostiquée. Considérez qu'elle est morte. Voilà. La personne que vous avez à côté de vous, ce n'est plus votre mère. Elle est morte, elle a disparu, c'est un ersatz, c'est des bribes, c'est une remémoration, mais ce n'est plus votre mère. Alors, je peux comprendre dans certains cas pourquoi le deuil blanc peut aider. Je peux vraiment le comprendre de se dire « je suis en train de faire le deuil d'une certaine relation avec mon proche ». Ça, je le comprends, je l'entends et j'entends tout à fait que ce soit un appui. De toute façon, l'annonce d'une maladie, c'est un deuil. C'est le deuil du futur, de l'avenir qu'on avait projeté, quel qu'il soit, et quelle que soit cette maladie. Mais comme nous vivons dans une société extrêmement validiste, c'est-à-dire où le handicap, quel qu'il soit, n'est pas du tout accepté, et quelqu'un qui a Alzheimer en début de maladie, c'est quelqu'un qui a un léger handicap, puis un handicap de plus en plus sérieux, une société même qu'on appelle démentophobe, qui est terrifiée par la démence. Cette idée de deuil blanc, je la trouve extrêmement dangereuse, parce qu'elle veut dire exclure les gens de la société, parce qu'elle veut dire les enfermer, parce qu'elle veut dire ne plus venir les visiter, puisqu'on considère que de toute façon, il a plus toute sa tête, il ou elle est à l'ouest, c'est plus lui, j'ai pas envie de le voir, de la voir dans cet état. Encore une fois, ce que je peux comprendre et entendre, et chacun fait comme il peut avec ses armes. Mais moi, ça m'a mise très en colère, parce que je trouve ça extrêmement dangereux. Et que justement, en plus, ces personnes-là, il faut maintenir la vie. Il faut maintenir le lien social. C'est par la sociabilité, c'est en continuant de venir à une rencontre, c'est en allant, si on aime aller à la piscine, c'est en n'ayant pas honte de son proche, parce que moi, il a pu m'arriver... d'être gênée, d'avoir un peu honte. S'il y avait, en effet, ma mère, si elle entendait de la musique au supermarché, elle chantait, elle dansait. Et en fait, et alors, si ça la fait kiffer, si ça lui fait plaisir, et c'est à nous
personne valide, d'accepter l'autre dans sa différence. Et du coup, je pense qu'il faut militer pour une société en effet beaucoup plus inclusive. Alors je sais que dans certains théâtres, maintenant, ils pratiquent ce qu'on appelle les séances agitées, ou ce qu'on appelle au Canada dementia friendly, gentil avec la démence. Et on peut venir dans ces séances avec des personnes qui vont peut-être réagir un peu différemment au spectacle, sans se retourner en disant chut. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh ben, je pense qu'on pourrait créer tellement de lieux un peu plus agités, un peu plus inclusifs et un peu plus coopérants. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y avait d'une part la nécessité pour moi de dire la vie s'arrête pas avec un diagnostic. Au contraire, il faut aller la traquer jusqu'au bout, aller chercher la tendresse jusqu'au bout et vivre avec les personnes malades. Arrêter de cacher les corps malades qui font peur, certes, mais en fait, on vit complètement déconnecté maintenant. On est même plus en lien. Avant, on disait l'idiot du village, on vit avec l'idiot du village, mais là, l'idiot du village, il est sous sédatif, en HP attaché. C'est ça la vérité aussi de ce qui arrive aux personnes qui ont Alzheimer précoce et qui n'ont pas des ressources et des aidants qui ont les moyens sociaux, économiques et les soignantes pour les accompagner. Peut-être qu'Agathe, d'ailleurs, tu pourrais lire le passage, parce qu'avec ton frère, sur ce sujet-là, vous aviez décidé d'amener Marie-Pierre en Grèce pour justement vivre avec elle un moment à trois, alors qu'elle était déjà quand même, elle était déjà vraiment dans l'oubli du langage, Peut-être que tu pourrais lire le passage du chat que tu voulais lire. Je vais le lire avec grand plaisir, mais juste pour aller au bout de la mort. Oui. C'était un discours en deux parties militant. Après, j'arrête d'être militante. Mais donc, société inclusive, et donc non, pour moi en tout cas, pas de deuil blanc, parce que, attention, danger, même si on comprend que ça puisse aider. Mais dans une deuxième partie, il y a eu un moment, donc moi je me suis battue, on s'est battu avec toutes les personnes qui l'ont entourée pour que ma mère ait une vie la plus digne possible. Et il y a eu un moment où ces conditions n'ont plus été réunies. Alors c'est politique, c'est aussi parce qu'on vit dans une crise de l'hôpital public, c'est aussi parce que les personnes du CARE, les auxiliaires de vie sont extrêmement mal rémunérés, précarisés. On le sait, on a dicté des métiers essentiels et on voit comment on les traite, comment en vouloir aux soignants-soignantes de ne pas bien soigner quand eux-mêmes sont tellement pressurisés et qu'on supprime des lits d'hôpital. Mais il y a un moment, on était dans la nature et ma mère souffrait. Et les derniers mois de sa vie, je suis désolée pour les personnes qui l'ont connue, elle a beaucoup souffert, vraiment, physiquement, moralement, et elle correspondait pour moi, quand on réfléchit aux définitions de la fin de vie, dans les nouvelles lois qu'on veut faire passer, qui existent en Suisse et en Belgique, on est atteint d'une maladie incurable, c'était son cas, on souffre de façon atroce, et il n'y a rien qu'on puisse faire pour abréger ou solutionner ces souffrances. Et à ce moment-là, j'en ai beaucoup voulu à l'État de ne rien pouvoir faire pour nous et de nous laisser dans cette situation. Et peut-être que si on avait eu plus de moyens politiques pour accompagner, elle n'aurait pas autant souffert, mais c'était le cas. Et là, dans ces moments-là, c'était pas une histoire de deuil blanc, c'était ma mère, mais vraiment jusqu'au bout, même quand c'était nimp. C'était ma mère, je la reconnaissais bien, quelle que soit la manière dont ça s'est exprimé, sa maladie. Mais je n'avais plus de moyens pour l'aider à vivre dignement. Et ça, c'était au terme même de l'intégrité physique. Et ça, c'était une vraie question. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu raconter la fin de vie et que j'ai voulu, par contre, raconter l'expérience, un peu comme pour guérir tout ça, de qu'est-ce que c'est d'accompagner quelqu'un, d'accompagner un décès. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de sages. Ce qui était troublant, c'était aussi dans ton accompagnement du décès, enfin avant bien sûr, mais quelques moments, tu le mets dans ta partie d'ailleurs Nuit américaine, où elle avait réellement des lucidités sur son propre état, et elle mentionnait, elle disait « j'en peux plus, c'est difficile, c'est pas possible ». Elle était totale, on sentait. Et elle te parlait elle s'adressait à toi, quoi, réellement. Ouais. Elle attendait
je sais pas. Alors là, non, la fin de vie, malheureusement, elle s'adressait plus à nous dans ces derniers moments-là où il n'y avait plus de connexion possible, de cet ordre-là en tout cas. Mais du coup, oui, j'ai assisté avec mon frère, on était là pour son départ. Et pour le coup, c'était parfaitement bien fait. C'était le bon cadre, c'était là où elle habitait, c'était avec ses soignantes préférées, c'était avec une petite aide d'un gentil médecin, magicienne qui nous a donné des choses pour l'aider à partir aussi un peu plus vite en constatant qu'on était arrivé en protocole de fin de vie. Donc on a un peu fait soins palliatifs à domicile, un peu nous-mêmes, parce qu'on était en gros désert médical. Mais ça a été un moment extrêmement beau, extrêmement fort. Et oui, il y a des sages qui disent qu'on devrait voir dans sa vie au moins un accouchement et un départ, parce que c'est comme ça qu'on apprend à vivre. Et ça, je crois que c'est profondément vrai quand, encore une fois, les circonstances font que ça peut bien se passer. Et c'était un moment comme un cadeau. C'est très bizarre de dire ça. Il y a tellement peu d'endroits où on peut le dire. Alors j'espère que je ne vous choque pas en disant ça, parce que c'est très dur de parler de la mort, encore une fois, dans notre société actuelle. Mais c'était un moment de réparation. C'était un moment assez merveilleux, presque fantasmagorique. C'était un moment hors du temps. Et là, je viens de passer 6 mois au Japon. Et je discutais avec une amie. Au Japon, c'est plus facile de parler des fantômes et de la mort. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on en a beaucoup parlé. Peut-être aussi parce que moi, j'étais étrangère, donc c'était plus simple pour moi. Et il y a une amie qui m'a dit, moi, j'ai assisté à la mort de ma grand-mère. Et en fait, je me suis dit, c'était sa dernière leçon, son dernier apprentissage. Ma grand-mère m'a dit, voilà ma petite fille, regarde bien, voilà comment on meurt. Et j'ai trouvé que c'était aussi un très beau cadeau qu'elle nous faisait d'assister à ça et d'être là à ce moment-là. Donc j'ai eu envie de le raconter parce que, encore une fois, il n'y avait aucun moment dans ma vie quotidienne, et j'en veux à personne, à aucun de mes amis, bien sûr, où je pouvais dire « Est-ce qu'on peut prendre un café et est-ce que je peux te raconter comment c'était la mort de ma mère ?» Il n'y a pas d'espace pour ça. Alors je me suis dit « La littérature s'en est un. » Voilà. Oui. Et tu as vraiment comblé cet espace-là parce que on vous lira pas ce passage-là. Il est très émouvant et en même temps, comme tu le dis, c'est presque une forme de. On est comme envahi justement au moment de cette mort-là de la vie aussi. Et ça, tu le réussis d'une manière admirable quand tu nous décris donc la fin de vie de Marie-Pierre. Tu cherches le... J'ai trouvé le chat. Ah, alors peut-être c'est quand tu es partie en Grèce avec ton frère et ta maman au moment où tu essayais vraiment de l'amener avec vous, continuer à la faire vivre. Toujours dans cette idée, de ne pas lâcher la vie, même quand elle devient plus vulnérable et plus fragile. Et je crois que toutes les personnes qui ont accompagné ma mère se sont vraiment attelées à ça, et chacune à leur manière. Nous, quand on est jeune aidant, on fait des trucs de jeunes. Donc, on l'a emmenée faire le nouvel an avec nous. Elle a dansé jusqu'à 6h du mat. On lui a fait, elle a fait bu un petit coup. Elle tenait pas du tout l'alcool. Donc, c'était très drôle. Et puis, on a eu envie de l'emmener en Grèce. Évidemment, le pays de la philosophie, à Athènes, capitale de la philosophie. Elle n'était jamais allée. Elle avait toujours voulu y aller. Donc, elle était déjà assez malade à ce moment-là. Mais on l'a fait parce qu'on avait notre fougue et notre enthousiasme, et on n'avait pas peur. Et votre amour. Et notre amour. Mais je veux dire, voilà. Et donc, je raconte une histoire aussi de... Oh, excuse-moi, tes notes. Une histoire justement sur cette idée de la présence pure de Bobin. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est peut-être le chat roux. Sur l'île aux ânes, avant la fin de la cavale grecque, tu rencontres un chat spécial. Il est roux. Il a une balafre sur l'œil et il miaule particulièrement aigu.
À peine commences-tu à le caresser qu'il se précipite vers toi, se frotte contre tes jambes, lèche le bout de tes doigts. Tu en as les larmes aux yeux. Ce chat est si gentil, si merveilleux. Tu t'exclames, c'est un miracle. C'est la grâce, c'est un don du ciel, c'est une incarnation de tout ce que tu attendais du monde. Malgré tous nos efforts, il est impossible de te détacher de ce chat, ou de le détacher de toi. Votre union est imparable, irréfutable. Tu nous défies du regard. On peut l'emmener ? Impossible. Mais c'est avec ce chat roux précisément et aucun autre chat que tu veux désormais vivre. Le chat ronronne contre ton ventre tandis que tu es assise, pliée en mille pour le contenir tout contre toi. Nous exigeons sévère que tu te sépares du chat roux. Il reste un moment à nous guetter depuis le bord de la route. Tu te retournes régulièrement pour lui faire tes adieux de la main. Puis, quand tu le perds définitivement de vue, tu boudes et ne nous regardes plus vraiment. Nous sommes terriblement cruels. Tu nous bombardes de ton « pas très gentil ». Et tu ajoutes de temps en temps en secouant la tête « quand même c'est triste, c'est très triste ». Quand tu seras revenu dans la ville du Sud, je recevrai un SMS de ton orthophoniste adoré. Votre mère ne se souvient plus de l'endroit où elle est allée en vacances. Je lui réponds distraitement entre 2 mails professionnels en Grèce. Aidé par ses soins, tu écriras sur ton petit cahier de bord « Nous sommes allés en Grèce. Nous sommes allés sur une île. » L'orthophoniste met un point d'interrogation juste après le mot « île ». Tu n'as sûrement pas pu te rappeler le nom de l'île aux ânes. Il y avait un chat roux, très gentil, tellement gentil. Mais je n'ai pas pu l'emporter. Ce n'était pas permis. Merci, Agathe. C'est très, très beau. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, on n'a peut-être pas parlé, mais je pense que vous le découvrirez dans le livre, mais il y a aussi, sur la vie de Marie-Pierre, tout son passé familial qui affleure avec le grand-père, ton arrière-grand-père d'ailleurs, Pierre, d'où son prénom Marie-Pierre. Là, c'est assez drôle d'ailleurs, où tu dis, elle s'appelait Marie-Pierre, Marie, la Vierge souffrante, et Pierre, les blocs de pierre, parce que cette maison est en Corrèze, les blocs de pierre bien lourds, là, qui éteignent bien les personnalités. Il y a un passage, l'arrière-grand-père résistant, donc. Tout ça arrive aussi tout doucement de la vie de Marie-Pierre. Tu as senti cette nécessité-là aussi de nous montrer cette Marie-Pierre, d'où elle vient, de son origine, son passé. Tu as retrouvé d'ailleurs une photo où elle est toute jeune sur un âne, voilà, qui aurait pu être Balthazar. Donc c'est très émouvant, cela, cette histoire, dans la grande histoire aussi. Oui, c'est ça, c'est toujours cette tentative de tisser des fils et je pense qu'on fait tous et toutes ça, chacun à notre manière, pour essayer de donner du sens aux choses. Parfois, c'est tellement absurde ou triste, des choses qui peuvent survenir, ou des fois magnifiques et splendides, qu'on essaie de trouver le sens en permanence. Il y a une réplique de Tchekhov que j'adore qui dit « Il neige, mais où est le sens ?» C'est dans Les Trois Sœurs. Et j'adore cette phrase. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, pendant qu'elle était malade, je cherchais tout le temps, sans arrêt, pourquoi. Et du coup, je notais les dates. Il y avait des dates qui revenaient tout le temps, qui s'entrecoupaient. Le 12, voilà, il s'était passé énormément de choses à chaque fois pendant les numéros 12. Et puis, Marie-Pierre, alors, dans ma famille, de son côté, ils s'appellent tous Pierre, de génération en génération. Et puis après, ils ont des petits surnoms. Ça se faisait aussi dans pas mal de familles paysannes où y a Pierre le fils et puis s'il est un peu maigre on l'appelle Léger, du coup c'est Pierre le Léger. Voilà, mon arrière-grand-père c'était Pierre Fernand, du nom d'un petit voisin qui était mort noyé dans une rivière. Bon bref, et ce Pierre Fernand qui a été résistant, un des premiers résistants à Tulle en Corrèze, d'où viennent d'ailleurs mes deux parents, mes deux grands-parents, ma grand-mère paternelle et mon
mon grand-père maternel ont grandi sur le même quai à Tulle, l'un aux 12 quais de la République, qui avait un magasin d'électricité. Enfin bon, bref, c'est assez, c'est des espèces de choses qui se tissent, encore une fois. Et ce grand-père a été un des premiers résistants. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'était être résistant ? Alors lui, il avait fondé le journal Combat, il avait aussi fondé l'armée secrète, dès le début de la résistance en Corrèze, avant même l'occupation, il était déjà sur le pont, donc il faisait des choses, mais surtout, il avait un très grand défaut, ce monsieur, c'est qu'il parlait. Il parlait, et aujourd'hui on pourrait dire il postait. Enfin moi je me dis, est-ce que ce serait pas les gens qui postent énormément sur les réseaux sociaux ? On parle déjà de listes dans les proto-fascismes actuels, etc. C'est quelqu'un, tout Tulle connaissait ses opinions politiques, et le jour où le maréchal Pétain est venu à Tulle en grande pompe, lui c'est le seul commerçant, il a mis un grand tulle justement noir, il a fermé devant le magasin, il a complètement fermé le rideau. Et bon, il était très croyant, il a mis une immense Jeanne d'Arc, une très grande statue devant le magasin en signe de protestation. Donc, ça n'a pas été très compliqué quand il s'agissait de dénoncer, de dire de ce côté-là, le Pierre Roubinet, c'est sûr qu'il en est, quoi. Et donc la parole le perdit. C'est ça aussi que j'écris dans le livre, ce Pierre, silence de Pierre. Et il a été déporté via Compiègne, Buchenwald, Oranienburg-Sachsenhausen. Il est revenu. Ce qui est extrêmement rare. Il a passé plus de 3 ans dans les camps de la mort. Il ne parlait plus d'ailleurs. Et quand il est revenu, il n'en a jamais parlé. Et il n'a plus jamais parlé de politique. Et ma mère, il est mort et elle est née le lendemain de sa mort. Et du coup, elle devait s'appeler complètement autrement, Cécile. Et ils l'ont appelée Marie-Pierre, en l'honneur de ce mort illustre. Et je me suis dit, c'est fou, quelqu'un qui a eu cette punition par le langage. Pierre, un silence de Pierre. Marie-Pierre. Encore une fois, c'est peut-être le hasard, bien évidemment. Mais comment on tisse des réseaux de sens ? Voilà, c'était ça ma question. Sur le hasard, d'ailleurs, tu écris, tu rapportes des paroles de Marie-Pierre qui disait à son amoureux, d'ailleurs, quand elle l'a connu, je n'aime pas le hasard. Le hasard, il faut le transcender. Peut-être que finalement, ton livre transcende un peu toutes c'est par la littérature en tout cas, et par ton regard de jeune femme écrivaine, un peu tout ce qu'est notre monde aujourd'hui, et tout ce qui est la souffrance, peut-être la mort, et je trouve, en tout cas, dans ce mécanisme-là, de ta part, une vraie magie de ton écriture, réellement. Peut-être aussi ce qui est en épigraphe. La phrase de... c'est une phrase des frères Karamazov de Dostoïevski qui était un des livres préférés de ma mère. Et en fait, donc, quand elle est décédée, j'ai récupéré son mémoire de recherche parce qu'elle avait repris ses études pour écrire ce mémoire. Et elle avait choisi une citation d'accroche, comme ça peut se faire, qui n'avait pas de lien direct avec la philosophie, mais qui lui semblait pouvoir... une ouverture favorable pour ce texte. Et du coup, j'ai décidé de mettre la même dans peut-être le hasard, comme un clin d'œil. Comme ça, cette belle idée qu'elle avait eue d'extraire cette citation aura été publiée. Et je trouve que ça résume aussi tout ce que j'ai voulu dire dans ce livre sur comment on traque la vie, on traque le tendre, on cherche une forme de joie ou de gaieté quand on en a la possibilité, quand c'est pas trop difficile. C'est Bobin aussi qui dit la vie a 2 visages, l'un catastrophique et l'un émerveillant. Et quand on regarde trop longtemps le désastre, il y a l'émerveillant qui nous apparaît comme un soleil. Donc c'est aussi ça. Notre métier de vivre. On va peut-être finir là-dessus, d'ailleurs. Je vais vous partager du coup cette phrase de Dostoïevski. Donc c'est Alyosha qui parle à Ivan dans Les Frères Karamazov. Je pense qu'on doit aimer la vie par-dessus tout. Aimer la vie plutôt que le sens de la vie. Certainement. L'aimer avant de raisonner, sans logique, comme tu dis.
alors seulement on en comprendra le sens. C'est magnifique. Merci. Merci pour tes questions. Merci très beaucoup, Agathe. Merci. Ceci dit, cette nuit, je me suis réveillée, c'est peut-être le hasard, et je me suis dit, mais finalement, Agathe, c'est le nom d'une pierre. Le roman d'Agathe Charnay, Peut-être le hasard, est édité au Corps Conducteur. L'autrice a aussi fait paraître des textes de théâtre, Ceci est mon corps, Nuit de juin et Nous étions la forêt aux éditions L'Œil du Prince. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 24 mars 2026 et réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.